Bonjour à tous. Nous accueillons aujourd'hui Louis-Georges Soler, qui est économiste et qui va nous parler des démarches pour améliorer la qualité nutritionnelle des produits alimentaires. Alors, démarches d'une part de la part des pouvoirs publics et d'autre part de la part des entreprises privées. Louis-Georges Soler dirige l'unité INRA ALICE, qui veut dire Alimentation et Sciences sociales, dont les travaux portent sur les comportements de consommation, les caractéristiques des produits et les politiques publiques développées dans le champ de l'alimentation, en lien avec les enjeux de santé et les enjeux environnementaux. Par ailleurs, cette unité INRA ALICE a contribué en collaboration avec l'ANSES à la mise en place de l'OCALI, Observatoire de la qualité de l'alimentation, dont il va être question dans la conférence d'aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Merci. Je vous remercie d'abord pour votre invitation à parler ce matin sur ce sujet. Donc je voulais effectivement rappeler, mais vous venez de le faire, que dans mon unité, il y a à la fois des économistes et des sociologues qui travaillent sur les différentes dimensions de l'alimentation, depuis les comportements de consommation jusqu'à l'évaluation et l'analyse des politiques publiques, et réinsister sur le fait que la collaboration avec une équipe de l'ANSES, dont certains membres sont dans la salle, donc ils pourront aussi participer au débat, a été mise en place depuis plusieurs années lors de la création de l'Observatoire de la qualité de l'alimentation, l'OCALI, qui est devenu depuis une section de l'Observatoire de l'alimentation, sachant que cet observatoire a été soutenu et lancé par les ministères en charge de l'agriculture, de la santé et de la consommation. Donc il y a donc dans le périmètre à la fois des actions de recherche et puis des travaux de ce type-là liés à l'implication dans cet observatoire. Alors mon propos ce matin, ça va être d'essayer de faire un peu le point sur la base de différents types de travaux au niveau international ou en France, en particulier conduits au sein de l'OCALI, faire un peu le point sur qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade sur l'évolution de la qualité nutritionnelle des aliments et en particulier de l'impact des politiques publiques qui sont mises en place ici ou là sur ces caractéristiques. Voilà. Alors, le point de départ, il est très général et je ne vais pas du tout insister là-dessus. Évidemment, le point de départ, c'est la question des relations entre les consommations alimentaires, les pratiques alimentaires et un certain nombre de pathologies ou de facteurs de risque ou de bénéfices associés à la consommation alimentaire. Je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas spécialiste de santé publique, donc je pars de ça en considérant que c'est établi et essayer de décliner à partir de là. En tout cas, ce constat-là, il est fait dans plein d'endroits dans le monde et il en découle des politiques publiques dans le champ de l'alimentation. En France, vous connaissez effectivement le programme national nutrition santé. Il y a d'autres programmes, d'autres plans d'action qui ont été mis en place dans pas mal de pays dans le monde. Et au fond, qui vont s'appuyer sur différents types de leviers d'action qui peuvent être des campagnes d'information, la réglementation de l'étiquetage, la réglementation de la publicité, les débats sur les taxes, les subventions, etc. Bon, il y a toute une série d'outils qui sont mis en place ici ou là. Et au fond, ces démarches-là, elles visent à essayer de faire évoluer les pratiques alimentaires, les comportements de consommation. Et dans le cadre du PNNS, vous savez qu'il y a des objectifs qui ont été affichés de réduction des consommations de sel, des consommations de gras, de consommation de glucides simples ajoutés, etc. Je ne vais pas développer ça, je pars juste de ces points-là. Et au fond, on voit bien que derrière ces enjeux-là, ces questions-là, il y a des questions qui sont soulevées en termes de finalement de modification des comportements de consommation, donc essayer de changer les préférences des consommateurs, d'essayer de modifier leurs arbitrages au niveau des consommations à travers les différentes caractéristiques des produits. Et donc, d'un côté, modifier les préférences des consommateurs, changer les comportements de consommation, et de l'autre côté, versus changer ce qu'on pourrait appeler l'environnement alimentaire, c'est-à-dire changer les caractéristiques des produits ou de l'environnement de manière à favoriser ou à améliorer les bénéfices de santé associés aux consommations alimentaires. Et dans cet environnement-là alimentaire, le débat qui est posé depuis quelques années, c'est à quelle place donner aux modifications ou à l'évolution des caractéristiques nutritionnelles de l'alimentation. Et au fond, quelle place donner, qu'est-ce qu'on peut obtenir, qu'est-ce qu'on peut gagner via une amélioration des caractéristiques nutritionnelles des aliments qui sont offerts sur le marché. Alors évidemment, les pouvoirs publics sont concernés par cette affaire-là. Il y a
dans pas mal de pays dans le monde, qu'on aille au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Danemark, etc. Il y a des démarches qui ont été mises en place pour essayer de faire évoluer la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire. On y reviendra tout à l'heure. Ça peut être soit via la réglementation, soit via des démarches volontaires, d'engagement volontaire. Exemple en France, mais aussi au Royaume-Uni, les engagements volontaires qui sont passés entre les entreprises et les pouvoirs publics pour contribuer à une évolution des caractéristiques de l'offre alimentaire. Donc les enjeux de santé, ces enjeux liés aux caractéristiques des produits concernent directement les pouvoirs publics, mais concernent évidemment d'abord les entreprises, puisqu'au fond, les entreprises alimentaires, c'est d'abord elles qui produisent ces aliments-là. Dans certaines conditions, la qualité de l'offre est parfois contestée, mais les enjeux de santé sont aussi des sources de création de valeur et aussi des sources de différenciation de produits. Et au fond, on voit bien que les entreprises sont au fond directement concernées par ces évolutions de caractéristiques des produits. Et puis, j'y reviendrai tout à l'heure, ça rentre aussi dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, de l'autorégulation, de faire évoluer ces produits. Et donc, pour essayer de faire un peu le point sur tout ça, je vais présenter ce matin les choses en 3 temps. Je vais revenir sur le premier point, peut-être assez rapidement, mais au fond, en se posant la question, mais qu'est-ce qui justifie vraiment qu'on travaille ou qu'on se pose la question de l'évolution des caractéristiques de l'offre ? Et donc mon premier point, ce sera depuis des interventions sur les comportements de consommation jusqu'à une action sur l'offre alimentaire, au fond, qu'est-ce qui le justifie et comment on peut l'argumenter. Le deuxième point, deuxième partie, portera sur finalement qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'évolution des caractéristiques de l'offre alimentaire sur le plan nutritionnel, qu'est-ce que les données qu'on a pu collecter ici ou là, et en particulier dans le cadre de l'OCALI, de l'Observatoire de la qualité de l'alimentation, permettent de dire du point de vue de l'évolution des caractéristiques nutritionnelles de l'offre alimentaire. Et puis, troisième point, j'essaierai d'élargir un tout petit peu le débat, au fond en me posant la question, mais finalement ces évolutions-là, est-ce qu'elles sont efficaces en termes, qu'est-ce qu'elles ont comme impact, et est-ce qu'elles sont coût efficaces? Autrement dit, est-ce que ce qu'on y gagne d'un côté est supérieur aux coûts qui sont associés de l'autre côté? Donc mon premier point porte j'ai mis ce titre-là, des interventions sur les comportements de consommation jusqu'aux actions sur l'offre alimentaire. Quand on s'interroge, quand on parle des actions qui sont plutôt tournées vers la demande, vers les comportements de consommation, en fait il y a deux grandes voies d'action. En tout cas, quand on raisonne en population générale, il y a d'un côté les campagnes d'information et de l'autre côté l'étiquetage nutritionnel. C'est vraiment deux leviers d'action, deux stratégies qui sont mobilisées dans plein de pays, et en particulier en France. Les campagnes d'information, leur objet, c'est d'essayer de sensibiliser les consommateurs aux bénéfices de santé associés aux pratiques alimentaires. Et puis l'étiquetage nutritionnel, son rôle, c'est de fournir des informations les plus fiables possibles, les plus précises possibles éventuellement, aux consommateurs sur les caractéristiques des produits. Du point de vue, pour un économiste, quel est le rôle de ces démarches-là? Au fond, qu'est-ce que ça a comme effet? En modifiant les arbitrages, si ça marche, ces campagnes, ces actions modifient les arbitrages, la façon les arbitrages des consommateurs, modifient leurs préférences, et au fond, d'une certaine manière, ça modifie leur disposition à payer pour des caractéristiques nutritionnelles des produits. Au fond, quand vous êtes plus sensible au fond à l'enjeu de santé associé à votre alimentation, ça peut éventuellement modifier votre disposition à payer pour des caractéristiques nutritionnelles améliorées dans les aliments. Si c'est le cas, la conséquence, c'est une intensification de la concurrence sur le marché entre les entreprises sur les caractéristiques nutritionnelles. Et donc, au fond, à la fois l'évolution de la demande, les campagnes d'information et l'étiquetage visent d'une certaine manière à renforcer la concurrence sur des variables nutritionnelles entre les entreprises. Et si cette concurrence est intensifiée, ça génère des incitations au niveau des entreprises pour de la reformulation des produits de manière à améliorer leurs caractéristiques. Je dirais que c'est ça le schéma général, l'hypothèse générale, au fond, qui fonde les stratégies d'information, les stratégies d'étiquetage, et qui finalement fonde la manière d'agir sur l'offre en partant des campagnes, en partant de l'action sur la demande. La grande question qui se pose, c'est est-ce que ça marche? Petit 1. Et petit 2, si ça marche effectivement, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'une régulation de l'offre par les pouvoirs publics, puisque d'une certaine manière, les incitations du marché vont suffire à faire en sorte que l'offre bouge
parce que la demande a bougé. Et dans ce cas-là, il y a une espèce de cercle vertueux qui s'installe. Au fond, la demande changeant entraîne une évolution de l'offre et au fond, l'ensemble du dispositif est gagnant. La grande question, est-ce que ça marche au fond? Et est-ce que finalement, ce cheminement-là est bien parfaitement et pleinement observable en réalité? Alors, je ne vais pas développer beaucoup, mais je pense que le point clé dans cette affaire-là, comme d'une manière générale sur l'étiquetage, etc., c'est au fond la tension pour les consommateurs, pour chaque consommateur, entre la dimension de santé et je dirais la dimension hédonique, la dimension de goût, de plaisir associée à l'alimentation. Et au fond, c'est cette tension-là entre goût et santé qui détermine les dispositions à payer les consommateurs pour les produits qui sont sur le marché. Alors, il faut que je me baisse un peu pour atteindre... Pardon. J'ai fait des petites animations et du coup, je vais avoir mal le dos en fin de journée. Qu'est-ce qu'il en est de cette tension-là, finalement, entre santé et dimension hédonique, au fond, et comment elles affectent les dispositions à payer des consommateurs? Là, je prends juste un exemple. Il y a plein d'exemples qui pourraient être donnés sur cette tension-là, à la fois sur des données de marché, sur des données expérimentales, etc. Ici, c'est un travail qui a été conduit sur le secteur des biscuits et gâteaux et qui essaie de voir comment les prix observés sur le marché sont corrélés aux différentes caractéristiques des produits. Donc, il y a plein de variables qui sont prises en compte, mais je vais juste essayer de vous montrer comment la composition nutritionnelle joue sur ces prix. Quand vous regardez les données ici sur le tableau de gauche, quand il y a 3 étoiles ou 2 étoiles, ça veut dire que c'est significatif, hein, donc statistiquement significatif. Et quand c'est supérieur, enfin, quand c'est positif, ça veut dire que, par exemple, vous avez une ligne énergie avec un coefficient positif avec 3 étoiles. Ça veut dire qu'une croissance de l'énergie va plutôt avoir un effet d'augmentation du prix. D'accord ? Autrement dit, tout se passe comme si le marché valorisait plutôt un produit plus riche en énergie. D'accord ? Il faut, quand on regarde ces valeurs-là, on voit que sur ce secteur-là, qu'on prenne les produits avec allégation, enfin l'ensemble des produits, ou les produits uniques... Pardon, attendez, excusez-moi, voilà. Non. Voilà. Qu'on prenne l'ensemble des produits du marché, ou les produits... En enlevant les produits avec allégation, à chaque fois, on a plutôt des variables positives, des effets positifs, comme si, finalement, c'était plutôt plus d'énergie, plus de sucre et plus d'acides gras qui allaient favoriser un prix plus élevé. Donc, on est plutôt dans un schéma dans lequel on a plutôt une valorisation de produits avec des teneurs en sucre, en gras, etc., plus élevées, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, puisque ça veut dire qu'une certaine manière, la dimension sensorielle prime dans ce type de marché, avec plutôt une disposition à payer plus élevée pour des produits de ce type-là au niveau du marché. Pas d'effet de l'étiquetage. L'étiquetage ne crée pas de valeur additionnelle au produit. Là c'est différents niveaux d'étiquetage, pas de valeur additionnelle, ça c'est clair, il n'y a rien de statistiquement significatif. Et on trouve juste sur les fibres un effet positif des fibres, mais essentiellement quand c'est associé à une allégation nutritionnelle et de santé sur ce marché-là, bon, on va avoir une meilleure valorisation d'une allégation nutritionnelle et d'une teneur en fibres, mais c'est à peu près tout ce qu'on a comme signal positif, je dirais, du point de vue des enjeux de santé. Donc c'est simplement un exemple, mais on aurait pas mal d'exemples, d'autres exemples qui permettraient d'illustrer cette tension finalement au niveau des consommateurs entre la dimension de santé et la dimension hédonique de plaisir. Et du coup, la grande question qui va se poser par rapport au schéma que je présentais dans la diapo précédente, c'est au fond du fait de cette tension-là, la question pour chaque entreprise, ça va être est la suivante. Est-ce que je peux arriver à reformuler les produits dans le sens d'une amélioration nutritionnelle pour essayer de capter les consommateurs qui sont sensibilisés via les campagnes d'information à l'enjeu de santé, sans perdre les autres? Autrement dit, comment je gagne, ou comment je capte, ou que je maintiens des consommateurs sensibilisés sans m'aliéner l'ensemble des autres qui, eux, n'ont pas modifié leurs préférences et restent plutôt attirés par un produit à caractéristiques hédoniques. Si c'est possible de reformuler en essayant de capter les consommateurs sensibilisés aux campagnes, par les campagnes, sans s'aliéner les autres, dans ce cas-là, la reformulation va se faire de manière spontanée par les entreprises via le marché. Si, par exemple, on a affaire à un nutriment qui n'est pas associé à une dimension, dans la tête des consommateurs, qui n'est pas associé à une dimension sensorielle, de cette manière, la reformulation va pouvoir se faire de manière assez spontanée, parce qu'elle ne va pas avoir d'effet potentiellement négatif sur les consommateurs non sensibilisés aux enjeux de santé.
Ah, décidément. Hop. Par contre, si c'est compliqué de reformuler les produits de manière à capter les consommateurs sensibilisés sans perdre les autres, on voit bien que du coup, la stratégie, ça va plutôt être une stratégie de segmentation du marché, de différenciation des produits, de manière à différencier les produits, les uns plutôt tournés vers des consommateurs sensibilisés et les autres plutôt tournés vers des consommateurs plutôt à la recherche d'une dimension hédonique. Mais on voit bien que du coup, il va y avoir de faibles incitations économiques sur la partie des produits qui sont justement des produits non différenciés. Et au fond, l'enjeu, il est là. L'enjeu majeur, il est là. Si on est dans cette configuration-là, on voit bien que sur une partie du marché, on n'aura pas nécessairement les incitations économiques pour une reformulation, je dirais, spontanée des entreprises, de manière à coller à la demande. Et voilà, tu me baisses encore. Et au fond, c'est cette raison-là, me semble-t-il, qui fondamentalement permet de dire que les actions focalisées sur la demande, que ce soit les campagnes d'étiquetage, elles contribuent à une amélioration de la qualité nutritionnelle. On a pas mal d'exemples de liens entre l'étiquetage, par exemple, et l'amélioration de la qualité des produits, mais elles ne suffisent pas à garantir l'amélioration sur l'ensemble des segments du marché. Voilà. Et donc, c'est ça le cœur. Hein, c'est ça le cœur du débat. Et au fond, c'est ce qui justifie fondamentalement que des actions tournées vers l'offre aient besoin d'être mises en place pour essayer de contrecarrer cet effet-là. Donc, je répète juste, l'amélioration de la qualité nutritionnelle ne se traduit pas forcément en accroissement de la disposition à payer de l'ensemble des consommateurs. Des informations additionnelles sur l'emballage ne modifient pas nécessairement les dispositions à payer des consommateurs. On constate que, effectivement, l'allégation peut avoir cet effet-là, mais c'est à peu près la seule. Et donc, l'ensemble du dispositif-là oriente plutôt vers une segmentation du marché. Et la reformulation des produits standards, elle va dépendre. Elle va dépendre des secteurs, elle va dépendre des coûts associés à la reformulation, elle va dépendre des nutriments concernés et finalement de l'impact du nutriment sur la dimension hédonique et sensorielle. Et donc, c'est ces éléments-là qui vont avoir comme effet de permettre plus ou moins facilement une reformulation spontanée des produits. Et donc, si l'action sur la demande, si l'action sur les consommateurs ne suffit pas à générer les bonnes incitations sur l'ensemble du marché pour avoir des reformulations sur l'ensemble des segments du marché, donc c'est ça qui justifie, en tout cas de la part des pouvoirs publics dans un certain nombre de pays, des interventions du côté de l'offre. Alors, les interventions du côté de l'offre, on en a plusieurs exemples. Je dirais qu'il y en a deux grands types. Il y a d'une part les démarches réglementaires. La démarche réglementaire, c'est quoi? C'est imposer un seuil maximum ou minimum à tel ou tel nutriment, interdire tel ou tel type d'ingrédients, etc. Et donc, je ne vais pas développer beaucoup, mais du point de vue économique, il y a toute une série de travaux qui ont été faits sur la pertinence et les effets possibles de la mise en place de démarches réglementaires de ce type-là, à travers ce que je pourrais appeler l'imposition réglementaire d'un standard de qualité minimum. Autrement dit, tous les produits du marché doivent être au-dessus d'un certain standard de qualité minimum. C'est ça la démarche réglementaire. Au niveau de l'analyse économique, qu'est-ce qu'on montre? On montre que d'une certaine manière, ce genre de démarche a plutôt des effets positifs en termes d'augmentation de la qualité moyenne du marché. Mais de l'autre côté, ça peut avoir des effets négatifs au sens où, générant des surcoûts, ça peut générer la sortie de certains opérateurs, une réduction de la variété des produits, et donc éventuellement des effets de prix, qui augmentent, enfin des effets d'augmentation des prix. Et puis ça réduit le degré de différenciation des produits sur le marché, et donc ça peut être aussi un souci, puisqu'on va moins bien balayer la gamme des préférences des consommateurs sur le marché. Alors qu'est-ce qu'on a comme exemple? On en a pas mal d'exemples. Fondamentalement, ce qu'on voit, c'est par exemple l'interdiction, la limitation des acides gras trans dans les produits. Une réglementation de ce type-là a été mise en place au Danemark, par exemple, en 2004. Elle a été mise en place aussi dans certains États ou certaines villes aux États-Unis ou ailleurs. Au Danemark, la question, c'était, en 2004, s'est imposé un seuil maximum de teneur en acides gras trans dans l'ensemble des produits vendus aux consommateurs finaux ou vendus comme ingrédients dans des produits transformés. Juste en deux mots, la mise en place de cette réglementation en 2004, en fait, faisait suite à une campagne, à des publications qui, dès le début des années 90, au Danemark,
et ailleurs, mais en tout cas au Danemark, avait souligné les impacts possibles négatifs de la consommation excédentaire d'acides gras trans, et en particulier sur les margarines consommées au Danemark. Et du coup, les producteurs, dès le début des années 93, enfin autour des années 93, sensibilisés à cette question-là, ont diminué les teneurs en acides gras trans. Et au fond, la réglementation s'est imposée en 2004, en fait, quand une grande partie des producteurs étaient déjà arrivés au seuil qui s'est appliqué en 2004. Et au fond, la réglementation, telle qu'elle s'est opérée en 2004 au Danemark, a eu finalement comme deux objectifs. Le premier, c'est d'élargir à l'ensemble du marché cette réglementation, donc, qui s'était au départ plutôt cernée sur les margarines, on va dire, et qui s'est élargie à l'ensemble du marché. Donc la réglementation ici a eu comme premier rôle d'élargir l'application de la règle à l'ensemble du marché. Et le deuxième rôle, c'est de créer ce qu'on pourrait appeler un effet cliquet. En fait, une bonne partie des producteurs étaient déjà arrivés à ce seuil-là. Créer la réglementation, c'était éviter de repartir en arrière. Et donc, c'est une manière de faire en sorte que les choses se stabilisent là et qu'il n'y ait pas de retour en arrière ultérieurement. Dans le cadre du Danemark, finalement, l'ensemble du processus, à la fois depuis 1993 et sa formalisation en 2004, a plutôt eu un effet positif. En tout cas, on voit bien des effets, puisque l'essentiel des produits aujourd'hui est largement en dessous du seuil qui a été imposé par la réglementation. Deuxième type de démarche, c'est les démarches qu'on appelle d'engagement volontaire. Alors, qu'est-ce que c'est que les engagements volontaires? En fait, c'est plutôt des démarches, on va dire, contractuelles ou négociées entre la partie industrielle et les pouvoirs publics, l'autorité publique, et en fait, qui va s'appuyer sur des objectifs qui sont négociés, d'évolution, alors par exemple des objectifs de réduction de teneur en sucre ou de teneur en sel, et qui vont être signés soit individuellement, soit collectivement, par les entreprises et les pouvoirs publics. Par rapport à la démarche réglementaire, quel est l'intérêt de ces démarches? C'est qu'elles donnent plus de flexibilité. Au fond, ce n'est pas une réglementation uniforme, donc elle va pouvoir être plus flexible au sens de mieux tenir compte de la variété des situations des entreprises ou des secteurs. Elle peut permettre aussi de tirer parti de l'expertise des entreprises, dans la mesure où elles sont quand même mieux placées pour savoir finalement qu'est-ce qui va être le moins coûteux comme changement, et quels vont être les changements avec les rendements les plus forts, en fait, ceux qui permettent d'avoir le plus grand bénéfice pour les coûts les moins élevés. Et puis, d'autre part, je viens de le dire, ça génère des coûts pour l'ensemble de la société qui finalement sont moins élevés qu'une réglementation qui s'avérerait uniforme et qui s'imposerait de manière uniforme à tous. En même temps, on voit bien que les engagements volontaires n'ont d'intérêt que s'ils vont plus loin que l'autorégulation. Autrement dit, si les engagements volontaires ne font que suivre les évolutions déjà engagées par les entreprises, il n'y a pas besoin d'aller au-delà et de contractualiser ou de formaliser ces engagements. Si par contre, ils permettent d'atteindre des objectifs un peu plus élevés, un peu plus ambitieux que la reformulation spontanée par les entreprises, ils peuvent avoir un intérêt. De la part des entreprises, au fond, quand elles s'y engagent, on voit bien que c'est d'abord des effets de réputation, des effets de responsabilité des entreprises, au fond de valorisation, de renforcement de la marque, hein, qui va être l'enjeu majeur. Mais c'est aussi, dans un certain nombre de cas, essayer de faire ça pour se prémunir de réglementations futures qui vont être plus contraignantes. Hein. Et donc, c'est bouger avant qu'on ne nous impose des réglementations plus strictes ou plus fortes. Et en fait, cette démarche-là, elle est rationnelle, puisque au fond, comme je viens de le dire, à objectif égal de changement, on va dire, les coûts vont être plus faibles si on est dans le cadre d'un engagement volontaire plutôt que dans le cadre d'une réglementation uniforme. Autrement dit, il y a une rationalité à essayer d'aller un petit peu plus loin dans les objectifs de reformulation, de modification, que ce que ferait spontanément le marché, que ce que feraient spontanément les entreprises en termes de reformulation, parce que justement, il y a ce type d'élément qui va jouer. Alors, est-ce que ça suffit à changer fondamentalement les choses? Au Royaume-Uni, il y a vraiment une démarche de ce type-là qui a été mise en place depuis le milieu des années 2000. Les pouvoirs publics et les entreprises ont négocié des cibles de reformulation de produits et des engagements ont été signés par des entreprises et les pouvoirs publics
Et en 2010, il y avait à peu près 75 organisations, soit individuelles, soit collectives, qui avaient signé des engagements avec les pouvoirs publics. La démarche privilégiée aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est des démarches par grand nutriment. En fait, le premier objectif a porté sur le sel. Et donc, l'ensemble des négociations qui ont été mises en place au milieu des années 2000 ont porté sur le sel, avec des cibles de réduction de teneur en sel par grand secteur de produits. Et ces objectifs-là, cette cible-là en 2006, ensuite a été révisée au fur et à mesure de l'évolution, à 2 ou 3 reprises, de manière à s'imposer progressivement des objectifs un peu plus exigeants au cours du temps. Donc, il y a une espèce d'objectifs négociés qui, en même temps, est révisé au cours du temps en fonction des évolutions qui sont opérées. Et plus récemment, des cibles en termes d'acides gras trans et d'acides gras saturés ont été mis en place, mais on a moins d'éléments à ce stade. Comme pour ma part, j'ai moins d'éléments, sachant que les choses sont plus récentes. Les impacts au Royaume-Uni, oui, toujours au Royaume-Uni, les bilans qui ont été faits au niveau de la FSA ou des opérateurs britanniques montrent que les réductions de teneur en sel associées à ces engagements volontaires, entre 2007 et 2009, ont débouché sur quelque chose qui est de l'ordre d'une réduction en moyenne de 5% des teneurs en sel de 100 000 produits qui ont été évalués sur le marché. Donc on a en moyenne une réduction de 5% de teneur en sel, avec des niveaux qui peuvent être plus élevés dans certains secteurs spécifiques et qui étaient jugés plus critiques, on va dire, du point de vue de la santé publique. Donc voilà, c'est ça l'ordre de grandeur des évolutions engagées et obtenues sur une période de 2 ans. Peut-être qu'il faudrait mettre à jour, mais je n'ai pas des données plus récentes dans le cas du Royaume-Uni, avec des évolutions qui ont permis de diminuer sensiblement, autour de 1 gramme, 1 gramme par jour, la consommation de sel au Royaume-Uni, mais avec un niveau de consommation qui reste encore aujourd'hui supérieur, au-dessus du seuil visé par les autorités de santé publique. En France, vous connaissez tous les démarches mises en place, qui sont aussi dans cette logique-là, d'engagement volontaire, que ce soit à travers le programme national nutrition santé et puis le PNA, le plan national d'alimentation. Les démarches mises en place sont véritablement des démarches d'engagement volontaire, au fond, qui sont négociées, qui ont été négociées entre les pouvoirs publics et les entreprises, avec un certain nombre de différences peut-être qu'on pourra discuter entre la démarche mise en place en France et celle mise en place au Royaume-Uni dans les modalités d'application. Donc voilà ce que je voulais juste dire, finalement dans une première partie rapide, mais finalement pour essayer de caler les choses du point de vue de qu'est-ce qui motive des actions du côté de l'offre et quels sont les leviers d'action, quelles sont les stratégies possibles, et au fond qu'est-ce qu'on en sait au niveau international. On pourrait prendre d'autres exemples, on a d'autres données sur d'autres pays, mais je n'ai pas le temps d'aller plus loin sur cette partie-là. Je vais maintenant plutôt me concentrer sur la France, et finalement sur qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des évolutions du point de vue de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire, en m'appuyant essentiellement, encore une fois, sur les données qu'on peut à ce jour mobiliser dans le cadre de l'Observatoire de la qualité de l'alimentation. Je vais faire ça en 3 temps. Je vais essayer de qualifier ou de quantifier l'ampleur des évolutions engagées en me focalisant sur un des secteurs qu'aujourd'hui on connaît le mieux, qui est celui des céréales de petit déjeuner. Parce que pour parler de tout ça, il faut qu'on ait du recul et donc il faut avoir des données sur des périodes suffisantes. Et on commence, je vous ai dit tout à l'heure que Locali avait été créé en 2008, donc on commence maintenant à avoir ce recul. Et petit à petit, on sera en mesure d'aborder cette démarche de manière plus précise sur toute une série de secteurs. Ce matin, je vais juste me concentrer sur l'exemple des céréales de petit déjeuner. Deuxième point que j'aborderai, c'est au fond le débat reformuler ou innover. L'idée, c'est quid de la reformulation des produits existants versus l'introduction de nouveaux produits. Et au fond, qu'est-ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit au cours des dernières années? Quels sont les leviers d'action? Est-ce que c'est plutôt la reformulation des produits existants? Est-ce que c'est plutôt via l'innovation des produits qu'on modifie les caractéristiques de l'offre? J'essaierai de donner quelques exemples dans cette affaire-là. Et le troisième point que j'aborderai, c'est au fond les chartes d'engagement de progrès nutritionnels telles qu'elles ont été mises en place en France via les programmes que j'ai mentionnés il y a un instant. Qu'est-ce qu'elles ont comme effet?
et est-ce qu'elles ont un effet spécifique? Est-ce qu'on peut isoler un effet particulier des chartes sur l'évolution des caractéristiques des produits? Alors là, donc je reviens sur le premier sujet. Je vais essayer de donner un certain nombre d'indications sur l'évolution des caractéristiques des produits en me centrant essentiellement sur les céréales de petit déjeuner comme un exemple. Ici, première diapo ici, c'est on a comparé sur un échantillon à parier, donc avec le même nombre de références et les mêmes références en 2008 et en 2011, l'évolution des caractéristiques de ces produits. Donc on a 219 références de céréales de petit déjeuner présentes en 2008, présentes en 2011, et on les compare. Et on compare donc les teneurs en nutriments, sucre, lipides, AGS, fibres et sodium. Et donc l'histogramme ici présente des pourcentages de références parmi les 219. Les bâtons bleus, ce sont ceux pour lesquels on a une diminution des teneurs, ou une augmentation dans le cadre des fibres, et une diminution pour les autres nutriments. Le bâton noir, c'est pas de changement, et le bâton jaune, c'est augmentation de la teneur en sucre ou en lipides, ou diminution de la teneur en fibres. D'accord ? Donc, fondamentalement, on voit que dans le secteur des céréales de petit déjeuner, les changements majeurs s'opèrent sur sucre et sodium. D'accord ? Et quand on regarde les effectifs, on va dire les pourcentages, on a sur ces 3 ans 45% des références qui voient une teneur en sucre diminuer et 33% des références qui voient une teneur en sodium diminuer. Par contre, sur les autres nutriments, il y a des modifications, mais qui sont plus ponctuelles, moins nettes en tout cas, moins fréquentes, sur les lipides, les AGS et les fibres. D'accord, donc point intéressant et point à noter là, et je pense qu'on pourra le généraliser. On voit bien que les évolutions se portent sur des nutriments particuliers et en fait dans différents types de secteurs, et peut-être les premiers sur lesquels finalement les entreprises et peut-être les pouvoirs publics ont mis l'accent, en tout cas qui vont être spécifiques, différents selon les secteurs. Ici, vous avez toujours les références à parier. Et là, on se focalise sur une famille de céréales de petit déjeuner, qui sont les céréales équilibre. Et vous avez dans cette famille-là 49 références. Elles sont réparties de 0 à 49 sur mon axe horizontal. Et l'axe vertical, c'est la teneur en sodium. Les points bleus, c'est les références, c'est la teneur en sodium des références disponibles en 2008. D'accord ? Et classées par teneur décroissante. Depuis la gauche, les références les plus riches en sodium, vers la droite, les références les moins riches en sodium. Et donc, je répète, en bleu, c'est les références disponibles en 2008. En rouge, c'est les mêmes références, mais avec leur valeur en 2011. Et donc là, on a un effet intéressant, c'est qu'on voit bien qu'on a un effet statistiquement significatif, etc., où on voit bien que dans cette famille-là, et pour le sodium, on a clairement une réduction des teneurs en sodium, et qui est d'autant plus forte que la position initiale était élevée. Donc on a clairement ici, je sais pas si, voilà, un ensemble les points rouges sont nettement en dessous des points bleus, au moins pour toute la partie gauche du graphique, d'accord, avec donc des baisses assez significatives, et un alignement de l'ensemble des références autour de quelque chose qui est de 0,4 grammes par 100 grammes dans les références de BDG. Donc là, on a un effet net. On a un effet clair qui est visible et qui est visible à travers cette diminution des teneurs en sodium dans toutes ces références-là. Alors là, vous allez peut-être moins voir les choses, mais on a balayé toutes les familles de produits et pour tous les nutriments, etc. Et où là, donc, en haut à droite, vous retrouvez le même graphique que celui que je viens de vous présenter. En bas à droite, vous avez à peu près la même chose sur les céréales miel caramel, donc une autre famille dans laquelle on a effectivement une diminution significative des teneurs en sodium. Par contre, sur les graphiques du gauche, mais qui partent aussi de positions moins élevées initialement, en 2008, on a des niveaux observés en 2011 qui sont très comparables aux niveaux observés en 2008.
et voire même avec des situations de remontée des teneurs en sel pour certaines références, pour certaines références dans certaines familles. Donc on a des choses nettes dans certaines familles, on a des choses qui sont moins nettes dans d'autres, avec donc une variabilité, y compris au sein de l'espace des céréales de petit déjeuner, autour de ces nutriments. Ici, c'est toujours pareil, mais avec des lipides, sur les lipides, où on a des choses beaucoup moins nettes dans les différentes familles de produits, à l'exception des céréales équilibrées encore en haut, là, où on voit bien que pour les produits qui étaient les plus riches en lipides en 2008, on a des teneurs qui ont baissé de manière significative sur la période 2008-2011. Ici, sur les fibres, on ne voit pas beaucoup de changements, à part peut-être une légère augmentation des teneurs en fibres ici, sur les références qui étaient les plus déficitaires dans cette famille céréales équilibre, mais avec aussi des situations dans lesquelles on a à la fois des améliorations et des dégradations dans des familles, dans d'autres familles. Donc voilà, on a par moments des effets significatifs de variation, et puis des situations qui vont être plus ambiguës ou plus tranchées. Si je regarde maintenant selon les types de marques, ici vous avez toujours sur les 219 références du marché, j'ai oublié de vous dire, ces 219 références, elles correspondent à peu près 55% du marché en 2011. Donc ça nous donne un échantillon, mais c'est aussi à prendre avec précaution, parce qu'après, on a une vision plus large du marché, mais pour avoir un appariement entre données de 2008 et 2011, on est forcément sur un échantillon plus faible. Ici, vous avez en pourcentage Hardin Scout, marque du distributeur et marque nationale, la répartition des variations de sucre, en teneur en sucre, selon donc les grands types de marques. À gauche, vous avez le hard discount, et toujours avec en bleu les diminutions, et puis en gris ce qui ne bouge pas, et en jaune ou rouge les augmentations. Donc hard discount, marque distributeur et marque nationale. En gros, ce que vous voyez, c'est que si on regarde sur la période 2008-2011, vous avez donc autour de 20, 25, 30% de références qui sont reformulées, mais avec une fréquence qui est plus élevée ici pour les marques de distributeurs et le hard discount. Je vais y revenir dans un instant. Pareil ici, si on regarde en sodium, alors en sodium c'est à peu près un petit peu pareil aussi, hein, on va avoir une fréquence un peu plus élevée et des variations plus fortes en moyenne quand on est en hard discount ou marque distributeur plutôt qu'en marque nationale. Alors en fait, ceci s'explique par une raison qui, en fait, ce que je regarde là à l'instant, c'est des variations 2008-2011. Et au fond, quand on reprend l'historique hein, sur les données dont on dispose depuis 2001, on a clairement l'impression que les variations et les réductions ont d'abord été opérées par les marques nationales, on va dire, avant 2008, et que des variations sont opérées par le hard discount et les marques distributeurs à partir de 2008 et sur la période plus récente. Et ça, on le voit bien, en fait, quand on regarde l'évolution des teneurs en sel ici, sur le hard discount, les marques distributeurs et les marques nationales. En fait, vous avez ici les variations, donc c'est des box plots là, qui donnent la dispersion des teneurs en sel à une date donnée dans les marques nationales, et le passage 2008-2011. Donc il y a à la fois une diminution significative des teneurs en sel pour les marques nationales au cours de cette période-là, mais vous voyez que l'amplitude de la variation est plus faible que pour les autres marques, mais parce qu'on part de plus bas, parce que les évolutions avaient déjà été engagées précédemment. Donc tout se passe comme si il y avait une espèce de schéma quand même de dynamique qui s'instaurait sur le marché, avec une modification qui avait été opérée par les marques nationales dans une première étape, et avec l'enclenchement d'une dynamique entraînant le hard discount et les marques distributeurs aussi dans un second temps, dans une réduction des teneurs en sel. Donc c'est ce que montre assez bien cet exemple-là, à travers donc la dynamique qu'on voit entre 2008 et 2011, et qu'on peut resituer par rapport à une dynamique qui avait été opérée auparavant. Donc au total, ces variations-là, elles sont significatives, encore une fois, pour un certain nombre de couples, familles de produits nutriments. Je reprends l'exemple là des céréales fourrées avec en fait une diminution de teneur en sucre de 7% sur 2008-2011.
les céréales équilibrent avec une diminution de sodium de 28% au cours de la période. Donc c'est des évolutions quand même qui sont significatives. Mais encore une fois, on les voit pour des couples nutriments-famille particuliers, et pour les autres, les évolutions peuvent être observées ponctuellement, mais de manière générale, c'est plus ambigu, plus faible et moins significatif. Donc encore une fois, on voit bien que les choses se passent sur des familles, sur des couples nutriments familles qui peuvent être particuliers ou critiques. Bon, voilà. Deuxième point maintenant, c'est reformuler ou innover. Finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui se passe sur le marché en termes d'innovation ou de reformulation au regard de cet enjeu-là de caractéristiques nutritionnelles des produits? Alors, pour faire simple, on voit bien que l'amélioration de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire, elle peut se faire par plusieurs leviers d'action. Ça peut être la reformulation des produits existants. Donc les produits restent les mêmes. Le produit est toujours affiché avec le même nom, les mêmes caractéristiques sur le marché, mais il y a une reformulation qui se traduit par moins de sel ou moins de sucre ou moins de gras, etc. Donc ça, c'est ce que j'appellerais la reformulation des produits existants. Mais il y a d'autres leviers d'action que la reformulation, qui va être par exemple de lancer de nouveaux produits, donc via de l'innovation, via de la différenciation, via des nouveaux produits, qui vont se présenter aux consommateurs comme étant des nouveaux produits, et qui vont être soit focalisés sur des familles de produits dont on va dire qu'ils ont une qualité nutritionnelle faible, mais c'est des produits qui vont être améliorés sur le plan nutritionnel en se situant dans des familles de produits qui elles-mêmes sont plutôt à caractéristiques moyennes moins favorables, et où là, ce qu'on va chercher, c'est plutôt des substitutions intra-familles de produits, et puis des innovations, des nouveaux produits qui vont être lancés dans des familles plus favorables, et où là, l'enjeu, ça va être d'essayer de faire bouger le consommateur en termes de substitution entre catégories de produits. Là, je prends l'exemple des compotes qui a été travaillé par nos collègues de l'ANSES ici, où on voit bien que l'ensemble de ces leviers d'action jouent, finalement, quand on regarde l'évolution des caractéristiques. Sur la période 2009-2010, on observe une réduction de 2% de la teneur en sucre des compotes allégées, juste en un an. D'accord ? Donc en un an, on montre une variation significative de 2% des teneurs en sucre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette variation des teneurs en sucre, en fait, elle résulte de plusieurs leviers d'action. Elle résulte du retrait du marché d'un certain nombre de références. En fait, les références les plus sucrées sont retirées du marché. Et elle repose aussi sur la reformulation de produits. Certaines références restent les mêmes, mais elles deviennent moins sucrées. Et aussi par l'introduction de nouveaux produits. Donc les trois leviers d'action ici sont combinés pour finalement mettre en jeu, à parvenir à cette réduction significative de 2% des teneurs en sucre. Dans le cas des céréales de petit déjeuner, ce qu'on a fait là, c'est en s'appuyant sur différentes bases de données, comparer les nouveaux produits aux produits déjà existants. Donc on est sur la période là, 2008-2010. Il faudrait mettre à jour 2012, mais on est sur 2008-2010 ici. Et là, ce qu'on compare, c'est donc les points rouges, qui sont les nouveaux produits qui sont rentrés sur le marché entre 2008 et 2010, par rapport aux points bleus, qui sont les produits qui existaient déjà en 2008 et qui existent encore en 2011. Et au fond, la question, c'est est-ce que l'innovation ici, est-ce que les nouveaux produits, ils ont un effet, est-ce qu'ils ont un effet significatif sur les caractéristiques du marché en termes de composition, de valeur nutritionnelle? Alors ce travail-là, on l'a fait sur plein de secteurs. Donc je vais vous montrer quelques configurations différentes. Donc a priori, là, c'est pas évident. Et on a plutôt un effet qui est les nouveaux produits ont plutôt une teneur en lipides, si on regarde l'ensemble du secteur, plus élevée que les produits déjà existants sur le marché. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Pas forcément. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, les innovations sont faites dans des familles de produits qui sont en moyenne on va dire plutôt des familles gourmandes. Voilà. Donc les nouveaux produits sont plutôt lancés dans des familles gourmandes qui en moyenne sont plus riches en sucre ou plus riches en lipides que l'ensemble du marché. Donc c'est normal qu'on observe que les nouveaux produits, en fait, ont un positionnement plus riche que l'ensemble du secteur. Mais ces nouveaux produits, ils rentrent avec une teneur en sucre ou en sel plus faible
que les produits déjà disponibles sur cette famille. Et donc, de cette manière, ça peut avoir un effet bénéfique, parce que ça va permettre, en jouant sur des substitutions à l'intérieur de ces familles de produits gourmands, d'aller vers des produits qui sont éventuellement moins sucrés ou moins salés. Et donc là, on est dans une logique dans laquelle l'enjeu, c'est via la substitution de produits à l'intérieur des familles qu'on va essayer d'avoir un effet sur le marché et sur l'impact santé, on va dire, de l'offre alimentaire. Tout dépend là de la réponse des consommateurs et au fond de savoir dans quelle mesure ils substituent ou pas leur consommation au sein des familles de produits. Autre exemple ici, là, sur un autre secteur qui n'a rien à voir, c'est sur les sauces prêtes à l'emploi et sauces à réchauffer. Ici, vous avez toujours pareil, les points rouges, c'est les nouveaux produits, les points bleus, c'est les produits existants. Et là, on a de nouveau des teneurs en lipides plus élevées dans les nouveaux produits. Et là, pour le coup, on est plus embêté parce qu'on a à la fois plus de nouveaux produits dans les familles plus riches, en matière grasse, par exemple, sans que ces produits ne soient améliorés par rapport à l'offre déjà disponible. Donc là, on a plutôt un effet qui va être plutôt négatif globalement. Si on prend les gâteaux et biscuits industriels, là, on a, donc toujours pareil, les points rouges, enfin, qui sont jaunes sur ce graphique-là, versus les points bleus. Donc toujours la comparaison, pardon, j'ai oublié de vous dire, on est sur un espace sucre lipides. Hein. Donc l'axe, voilà. Donc les points sont situés dans un espace sucre-lipide. Donc là, les différences sautent pas à l'œil quand on regarde les choses. On a quand même malgré tout une teneur en sucre un peu moins élevée et statistiquement moins élevée quand on regarde les nouveaux produits par rapport à l'ensemble du secteur. Et en fait, on a plus de nouveaux produits qui sont lancés dans des familles moins sucrées. Et sachant que les produits qui sont lancés là sont équivalents à la famille en question. Donc on a plutôt là un effet qui est recherché, inconsciemment peut-être, mais qui va être en jeu, c'est celui des substitutions à l'intérieur des familles, enfin interfamilles. Et donc via l'innovation, de déplacer les consommations d'une famille à l'autre de produits. Soft drink, toujours pareil, rouge c'est donc un espace sucre-énergie. Rouge, c'est les nouveaux produits, bleu, c'est les produits existants. Alors là, pour le coup, on est un peu embêté parce que tous les nouveaux produits sont plutôt situés dans les produits à teneur en sucre plus élevés que les produits existants. Donc là, on a un effet qui est plutôt négatif de manière générale et sans qu'il soit rattrapé par le fait que ces produits-là vont éventuellement se situer dans des familles plus favorables. Donc là, on a plutôt un effet qui est négatif. Donc au total, à ce stade-là, on a des choses encore un peu ambiguës hein, qui vont être où on voit bien que les leviers d'action vont être par moment par la reformulation des produits, par d'autres moments par l'innovation, et qu'au fond tout l'enjeu là, c'est les consommateurs comment ils suivent quand on vise à modifier via des substitutions intrafamilles versus des substitutions interfamilles. Troisième partie ici de cette présentation-là, je voudrais revenir maintenant sur les chartes d'engagement, puisqu'en fait c'est le levier d'action majeur qui a été utilisé jusqu'à présent en France, un peu, je l'ai dit tout à l'heure, un peu similaire d'une certaine manière à ce qui était observé au Royaume-Uni. Fin 2012, il y avait 30 chartes qui avaient été signées. En jaune, c'est des chartes individuelles d'entreprises agroalimentaires. En vert, un peu plus bas, c'est des engagements qui concernent des secteurs, donc des secteurs alimentaires, des ensembles d'entreprises, donc c'est des engagements collectifs. Et en rose en bas, c'est des engagements qui concernent les distributeurs. Je ne vais pas dire beaucoup plus là-dessus sur le processus. Juste pour vous donner deux exemples d'engagement. Là, l'engagement d'un industriel du secteur des céréales de petit déjeuner. Le contenu de l'engagement ici, ça a été sur la période donc, de la charte, sur 3 ou 4 ans, je ne me rappelle plus, un engagement qui consiste à diminuer la teneur en sucre de 3 à 15% dans 4 grandes familles de produits mises en marché par cet industriel, et donc avec une teneur en sel réduite de l'ordre en moyenne de 9%. Une diminution de la teneur en sodium, variant de 11 à 40% selon les secteurs, les produits, avec une teneur maximum imposée à 400 mg pour 100 g, et donc avec un engagement de réduction moyenne de l'ordre de 15% de la teneur en sel. Et puis une augmentation de la teneur en fibres de 20 à 200% dans certaines références,
avec une augmentation moyenne visée de 25% sur l'offre. Donc quand on regarde ça, mais j'y reviendrai tout à l'heure, c'est quand même des engagements qui sont significatifs. Hein. C'est-à-dire qu'augmenter, réduire de 15% la teneur en sodium, augmenter presque 10%, enfin réduire de 10% la teneur en sucre, on est sur des engagements qui sont significatifs. Quand je prends un autre exemple là, qui est un engagement collectif, celui du secteur de la charcuterie, on a un engagement en sodium qui est de diminuer de 5% la teneur moyenne des principales familles de produits, et en fixant en même temps une valeur limite, un seuil limite à la teneur en sodium. Et puis au niveau des lipides, c'est une réduction de 5% de la teneur moyenne des principales familles de produits, avec là aussi une teneur maximum en lipides. Juste pour illustrer, ici on a sur le secteur des jambons le positionnement de l'offre existante sur un plan lipide sodium. Donc chaque cercle ici représente une référence du marché sur cet espace lipide sodium, et la taille du rond du cercle correspond à la part de marché du produit. Donc, d'accord, donc on a différentes entreprises qui mettent en marché tous ces jambons, et ça c'est leur positionnement sur le marché dans cet espace-là, et la taille du cercle correspondant à la part de marché du produit en question. L'engagement de la prix là, dans ces chartes-là, il consiste en quoi? Il consiste à imposer des limites. Et au fond, à fixer des seuils limites en lipides et en sodium. Et l'engagement qui a été pris, c'est de ramener l'ensemble des références du marché dans le cadran en bas à gauche, d'accord, en matière de teneur en sodium et de teneur en lipides. Donc c'est le déplacement de toutes les références du marché qui sont à l'extérieur de ce cadran, de les ramener dans ce cadran-là. C'est exactement ce que j'ai appelé tout à l'heure la mise en place d'un standard de qualité minimum. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de déplacer les références les moins bien placées, pour les ramener au-dessus d'un seuil, on va dire, de qualité minimum du secteur. Donc l'idée, c'est de ramener toutes les références dans ce cadre-là. Et ce qui nous intéresse là, c'est finalement de savoir qu'est-ce que ça a comme impact. Qu'est-ce que ça a comme impact, au fond, in fine, de toute façon, sur les consommations. D'accord, donc c'est clair, là, c'est ce mouvement-là qui est mis en place dans ce type de charte. Alors, si on s'intéresse à l'impact des chartes d'engagement volontaire, on voit bien que leur impact dépend de deux choses. Dépend d'une part du niveau d'effort engagé, d'accord, par chaque signataire, et des parts de marché couvertes par l'ensemble des chartes en question. Donc on a deux variables d'action. On a le niveau d'effort et la part de marché couverte. Et on peut imaginer effectivement que ces deux variables-là, il faut les manipuler avec soin, parce que si on impose des engagements très forts, on risque d'avoir de très faibles parts de marché. Si on impose des engagements très faibles, on va avoir des parts de marché plus fortes, mais avec peut-être des effets moindres. Donc il y a un arbitrage ici qui concerne directement les pouvoirs publics sur finalement quelles vont être les règles qu'on va se mettre dans cet arbitrage-là entre niveau d'engagement nécessaire et parts de marché. Ce qu'on voit en pratique clairement là, c'est que les parts de marché, ils font des chartes là, elles vont effectivement dépendre du fait, est-ce que l'engagement il est porté par un secteur dans son ensemble ou par une seule entreprise. Donc ça va être, est-ce que c'est du collectif ou que c'est de l'individuel? Est-ce que l'engagement il est porté par un leader, c'est-à-dire qu'elle lui-même déjà tout seul des parts de marché importantes et qui donc va pouvoir entraîner, avoir des effets forts parce qu'il est lui-même en position, peut-être pas de monopole, mais en tout cas de quasi-monopole avec des parts de marché importantes. Et puis si plusieurs entreprises interviennent ou s'engagent individuellement, mais avec sur les mêmes types de couples nutriments-famille, par exemple, on va avoir des effets donc selon les conditions là, on va avoir des effets plus ou moins forts. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade? Si on regarde les parts de marché couvertes par l'ensemble des chartes, on a une médiane qui est de l'ordre total de 4 à 5%. Donc si on regarde les parts de marché couvertes dans les différents secteurs par les engagements volontaires, on est sur une médiane de 4-5%. Mais pour certains nutriments et certaines familles particulières, on a des effets plus nets. Et donc pour 14 couples nutriments secteurs, on a des parts de marché des produits reformulés qui sont supérieures à 10% et qui peuvent être même
encore plus importante, encore une fois, quand on a un effet sectoriel ou un leader qui s'engage à travers ces chartes d'engagement. Donc voilà, donc, en moyenne et de manière générale, des parts de marché qui restent modestes, mais qui peuvent être relativement importantes pour certains couples, secteurs et familles nutriments. Ici, par exemple, on a les parts de marché des produits chartés, on les appelle comme ça, hein, les produits sur lesquels il y a des chartes qui ont été signées. Et par exemple, sur les céréales de petit déjeuner, on a de l'ordre de 30% de parts de marché qui sont concernées, parce qu'il y a deux leaders importants du marché qui ont signé. On va avoir donc dans différents secteurs, voilà, ici des parts de marché qui peuvent s'échelonner donc de ce 30% à des niveaux beaucoup plus faibles. Donc on a 6 autres secteurs, ça c'est pour le sucre, hein, pour 6 autres secteurs, des parts de marché qui vont être beaucoup plus faibles, et voire même de 0,5 ou 1%, quand il y a juste une entreprise qui s'est engagée pour un produit donné sur telle ou telle famille. Donc on a des gammes de variations importantes en termes de parts de marché selon les secteurs, selon les nutriments. Ici en lipides, on a pour les aides culinaires 74% de parts de marché qui sont concernées, puisque là, le signataire est un des opérateurs qui est en position de très, très, très large leader sur le marché. En charcuterie, par exemple, on a 54% de parts de marché qui sont concernés. Et puis toute une ribambelle de secteurs ensuite, jusqu'à des niveaux très faibles, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Sur les AGS aussi, on va avoir des valeurs qui vont dépendre des secteurs. On a autour de 20% pour les produits margarine et pour les transformés à base de pommes de terre. Et puis les teneurs en sodium, pareil, on va avoir des valeurs qui vont être très importantes pour les aides culinaires et aller jusqu'à des valeurs beaucoup plus faibles pour d'autres secteurs. Donc encore une fois, les parts de marché vont être un point important du débat. Et on voit bien que là, à ce stade, on a des niveaux de parts de marché qui sont assez variables. Maintenant, si on regarde l'impact des engagements pour les produits chartés. Donc je m'occupe pour l'instant que des chartes qui ont été signées. Et le niveau des engagements, les impacts, sont donnés sur la colonne de droite pour ce qui concerne ici le sodium. Donc il y a pas la liste, c'est beaucoup plus longue, donc elle n'est pas du tout exhaustive. Mais donc c'était juste pour vous montrer des ordres de grandeur où vous voyez sur les colonnes de droite, on a les niveaux d'engagement des produits chartés dans les différents secteurs correspondent à des baisses de sodium qui peuvent être ici, donc là c'est les niveaux les plus forts que j'ai mis, de 8, 10, 15% de réduction selon les cas. Et au total, on a en moyenne des niveaux qui sont de l'ordre de moins 7%. Donc l'ensemble des chartes signées, quand on regarde en moyenne leurs effets en termes de le niveau des engagements, c'est de l'ordre de 7% de leur teneur en sel. Sur les fibres, on a en moyenne un engagement qui est de l'ordre de croissance de l'ordre de 20%. Voilà, donc voilà, donc ça c'est les secteurs qui sont concernés. Et puis si j'élargis un petit peu, donc on a pour l'ensemble des nutriments concernés, enfin je n'ai pas tout mis, mais pour les plus fréquents, on a de l'ordre de moins 7, moins 8% pour les lipides, moins 22% pour les AGS, moins 10% pour les sucres et 21% pour les fibres, je viens de le dire. C'est ça les ordres de grandeur, d'accord, des niveaux d'engagement qui sont signés, qui sont pris dans les chartes correspondantes. Maintenant, si on regarde l'impact, non pas seulement des chartes elles-mêmes, mais sur les familles concernées, forcément l'impact va se diluer, puisque, encore une fois, l'impact va dépendre de la part de marché correspondante des produits qui sont concernés. Et donc, quand on dilue, en fait, et qu'on regarde ensuite au niveau des familles en question, on va avoir des effets qui vont être, encore une fois, hétérogènes selon l'engagement et les parts de marché. On a des effets qui sont supérieurs à 10% pour 14 couples nutriments familles, mais au total, tout se dilue quand on regarde sur l'ensemble, et on a des effets qui vont être au final relativement faibles pour une majorité de couples nutriments familles. Donc là, c'est quelques exemples d'effets significatifs, où là, par exemple, voilà, à droite, vous avez les effets significatifs sur les familles elles-mêmes, donc en intégrant les produits chartés et non chartés,
pour toute une série de nutriments et de secteurs. Et encore une fois, là où on voit des effets, c'est quand il y a soit une part de marché importante pour un effet quand même modéré, soit des engagements significatifs, quand bien même la part de marché serait plus modérée. Donc c'est la combinaison des deux. Mais donc on a un certain nombre de couples nutriments-familles dans lesquels on a des effets qui sont relativement nets. Mais encore une fois, les effets se diluent au fur et à mesure qu'on élargit la base de comparaison. Et si là on regarde les effets mesurés en consommation par nos collègues de l'ANSES là, sur une publication qui a été sortie en 2012, oui, c'était 2012. Au fond, quand ensuite on regarde les effets moyens en consommation, ils vont paraître relativement modestes, puisqu'au fond, les effets des chartes d'engagement vont se traduire par des variations de consommation en moyenne, de consommation calorique, qui vont être de l'ordre de 10-12%, de 10-12 kilocalories par jour, donc pour les hommes et pour les femmes. Et quand on regarde au niveau des nutriments, on a un effet sodium qui est de l'ordre c'est là que c'est le plus net, de 1,1%, et avec des effets qui vont être plus modestes en sucre, lipides ou AGS. Donc, encore une fois, le débat ici, c'est bien le débat part de marché versus niveau des engagements. Et qui, au fond, est au cœur de notre débat, au cœur de ces problématiques d'évolution des caractéristiques nutritionnelles. Donc là, c'était juste pour conclure sur cette partie-là, pour dire quelques éléments qui me semblent importants. Il est clair que l'amélioration de la qualité nutritionnelle de l'offre est clairement engagée par toute une partie de l'industrie alimentaire, et y compris sur l'ensemble des marques, on l'a dit, que ce soit marque nationale, Hardy Scout ou MDD. Donc il y a clairement des évolutions qui ont été engagées au cours des dernières années. Il est clair aussi que ces évolutions, elles dépendent des secteurs et qu'elles sont plutôt focalisées sur certains nutriments et sur certains secteurs et familles particuliers. Elle est plutôt conduite par de la reformulation implicite que par des stratégies d'innovation vectrices d'amélioration de la qualité nutritionnelle. J'ai essayé de le montrer tout à l'heure en comparant reformulation et innovation, mais d'une manière générale, c'est plutôt par la reformulation sans le dire, on va dire, que s'opèrent les changements, à cause probablement du risque perçu par les entreprises est lié à l'arbitrage goût-santé que j'évoquais tout au début. Si vous dites au consommateur que le produit est moins sucré et que cet argument-là risque d'avoir un effet négatif au niveau de la perception du produit par les consommateurs, il vaut mieux le faire sans le dire. Voilà. Et donc, au fond, on voit bien que c'est plutôt de la reformulation implicite qui est plutôt le levier d'action majeur en la matière. Et donc, le lancement de nouveaux produits n'est pas nécessairement le levier d'action majeur de reformulation ou d'évolution de la qualité nutritionnelle de l'offre, en tout cas telle qu'observée au cours des dernières années. Donc, j'ai dit, selon les cas, on va plutôt jouer sur des substitutions intra- ou interfamilles. Et au fond, les effets à terme dépendront des réactions des consommateurs et finalement de comment ils vont suivre ces effets de substitution. Au total, on a des effets qui sont à la fois significatifs, mais qu'on peut considérer comme modestes, tant au niveau de manière générale que sur les chartes elles-mêmes. Et donc, je voudrais là maintenant essayer de conclure dans cette dernière partie, pour au fond essayer de me poser la question, est-ce que tout ça c'est efficace et est-ce que c'est coût efficace? Alors, sachant qu'on est vraiment sur les travaux qui démarrent et je ne vais pas trancher de manière définitive, mais au fond c'est ça l'enjeu, l'enjeu qui est derrière. Alors, première chose, ce qui est intéressant, c'est de comparer. Et de comparer ce qu'on gagne à travers la reformulation de l'offre et à travers l'évolution des caractéristiques nutritionnelles par rapport à d'autres leviers d'action. On a parlé des campagnes d'information, on a parlé de l'étiquetage nutritionnel, on peut imaginer différents leviers d'action. Et au fond, est-ce que les ordres de grandeur qu'on atteint par l'offre, par l'action sur l'offre, est-ce qu'ils sont inférieurs, supérieurs, équivalents à ce qu'on peut observer comme autres leviers d'action? Si je prends juste un exemple ici, c'est les campagnes fruits et légumes. On commence à avoir quelques bilans au niveau international sur l'impact des campagnes fruits et légumes. Si je prends l'exemple du Royaume-Uni, il y a un travail assez sérieux qui a été fait et qui montre que les grandes campagnes qui ont été mises en place dans le milieu des années 2000, comme en France, ont eu comme effet une augmentation moyenne de la consommation de 0,3 portions par jour. C'est ça l'effet de l'ordre de grandeur. Sachant qu'il est probable que l'effet rediminue une fois que les campagnes s'arrêtent. Mais admettons que ce soit 0,3.
on est sur quelque chose qui est de l'ordre inférieur à 10%. D'accord ? Donc on peut espérer, en tout cas à court terme, avoir des leviers d'action qui ont cet ordre de grandeur-là en termes d'impact. Une méta-analyse sur les campagnes au niveau international allait plutôt aussi sur des ordres de grandeur de même type. Les effets de l'étiquetage sont jamais énormes. Et même s'ils peuvent être positifs sur certaines catégories de produits ou certaines catégories de consommateurs, ils sont généralement relativement modérés et plutôt centrés sur certaines parties de la population qui sont plutôt sensibilisées. Si on regarde les taxes, certains s'intéressent aux taxes, on a souvent des effets qui sont plus faibles. Puisqu'en fait, on sait bien que pour avoir des effets significatifs via des politiques fiscales, il faut de fortes augmentations de prix qui peuvent par ailleurs avoir des effets régressifs. Mais en tout cas, il faut des fortes augmentations de prix et qui sont pas forcément et qui peuvent avoir du coup des effets budgétaires, etc., beaucoup plus complexes. Et donc, quand on compare l'action sur l'offre par rapport à d'autres leviers d'action, en fait, on est sur des schémas d'intervention, des stratégies qui sont tout à fait de même ordre, voire parfois meilleurs que ce qui peut être atteint par d'autres leviers d'action. Donc, de ce point de vue-là, en termes de comparaison, on est plutôt sur des effets qui sont relativement significatifs et plutôt positifs en comparaison, parce qu'on sait bien, dans cette dynamique de nutrition, en fait, tous les leviers d'action qu'on est capable de mobiliser ont tous des effets faibles. Changer les comportements de consommation, tout le monde sait, c'est très difficile. Et donc nos impacts de levier d'action sont toujours des impacts modérés. Et donc, il faut qu'on reste réaliste dans cette évaluation des impacts de l'offre, finalement, en discutant en termes de comparaison avec des choses à peu près équivalentes. Si je reviens maintenant sur les chartes d'engagement nutritionnel, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, on a commencé à faire des travaux statistiques plus approfondis pour essayer de savoir si, au fond, les chartes d'engagement de produits nutritionnels, est-ce qu'elles ont un effet causal ou pas ? Qu'est-ce que je veux dire un effet causal ? Si au fond, est-ce qu'elles amènent les entreprises à prendre des engagements plus forts que ce qu'elles auraient fait de toute façon, du fait de la dynamique du marché ? C'est ça l'enjeu. Au fond, est-ce que les chartes, elles ne font qu'accompagner une dynamique qui est déjà inscrite dans la dynamique du marché parce que les campagnes, parce que les consommateurs changent, etc. Ou est-ce que les chartes pousse un peu plus loin le bouchon, d'une certaine manière, et pousse un peu plus que ce que le ferait simplement la dynamique du marché. Donc on a commencé à faire des travaux là-dessus, et je pense qu'on n'est pas encore en mesure de trancher de manière rigoureuse le débat, mais si je voulais donner mon hypothèse, je dirais que oui, elles ont un effet causal. Et elles ont un effet causal au sens où, pour les entreprises signataires, les engagements qui sont pris me semblent être souvent des engagements qui sont plus importants que ce qu'auraient fait spontanément les entreprises par la seule logique du marché. Alors, est-ce que c'est lié aux exigences imposées par le comité de sélection, etc. En tout cas, il y a des effets qui sont, me semble-t-il, des ampleurs au changement qu'on observe qui sont bien plus élevés. Je vous ai donné des chiffres tout à l'heure sur les niveaux d'engagement des chartes qui sont clairement plus élevés que ce qu'on voit spontanément comme variation sur le marché. Donc je ne peux pas te dire que ce que je dis est totalement démontré, mais mon hypothèse est celle-ci, c'est qu'il y a un effet causal qui s'appuie sur l'idée, effectivement, quand on regarde l'ampleur des variations annoncées ou faites dans le cadre des engagements, on a des amplitudes qui sont plus fortes que ce qu'on voit spontanément dans d'autres entreprises ou sur le marché. Alors pour bien comprendre ça, je pense que c'est important de bien distinguer deux types de chartes. On a des chartes qui sont plutôt des chartes individuelles et qui sont plutôt des chartes, en fait, qui sont plutôt portées par des grandes entreprises, alors que ce soit des distributeurs d'ailleurs ou des industriels, qui vont plutôt jouer la réputation de la marque et qui vont plutôt être là, mobilisés par un positionnement santé du produit. Donc je ne vais pas ici donner les noms, mais on voit bien que c'est plutôt la logique, et c'est plutôt des opérateurs qui vont être plutôt en position de différenciation de produits et de prendre un peu de l'avance, on va dire, par rapport au reste du marché. Et puis il y a les engagements collectifs. J'ai donné l'exemple de la charcuterie tout à l'heure, où on voit bien que de l'autre côté, c'est plutôt améliorer les références les moins bien placées. Et donc, c'est plutôt rattraper, on va dire, les références les moins bien placées pour arriver à un seuil minimum de qualité acceptable à un moment donné sur le marché. Et là, on a plutôt affaire à des secteurs qui sont soumis à une contestation. Je prends l'exemple de la charcuterie, par exemple. Il y a clairement une contestation sur les arguments nutritionnels, on va dire, mais qui est plutôt adressée à ce secteur. Et au fond, ce qui va créer la motivation ou l'incitation
des entreprises du secteur, c'est effectivement pour se prémunir de cette contestation. Et je pense là, de ce point de vue-là, que la création des chartes et des engagements crée l'opportunité de le faire. C'est dur de se coordonner entre entreprises, c'est très coûteux, c'est complexe, et au fond, s'il n'y a pas une incitation de ce type-là, elle ne va pas forcément se faire spontanément. Et donc, dans ce cadre-là, je pense encore une fois, c'est une hypothèse, je ne peux pas la démontrer pleinement, mais qui a un effet possible de plus fort que ce qui se ferait spontanément par la seule logique du marché. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant de l'action sur l'offre du point de vue du rapport coût-efficacité? Alors, je t'ai dit, on est aux premières estimations de ça, mais il y a quand même 2 publications que j'ai retrouvées sur le sujet-là, et qui permettent, en tout cas, de situer le débat. Ici, c'est un travail qui a été publié dans le Lancet il y a quelques années déjà, qui est une évaluation coût-efficacité de différentes politiques de prévention des maladies cardiovasculaires autour des problématiques de consommation en sel. Et donc, ce sont des travaux d'épidémiologistes et d'économistes de la santé qui travaillent plutôt sur la base de modélisation, des outils qui permettent de modéliser la dynamique d'une population en compte tenu de ces facteurs de risque et au fond et des politiques de prévention qui sont appliquées. Et là, les politiques de prévention qui sont appliquées, il y en a de 2 grands types, ce qui seraient les premières, là, les N1, N2, N3, N4, qui sont des politiques plutôt appliquées en population générale. Donc c'est la réduction de sel via les accords volontaires, la réduction de sel via la réglementation, l'éducation nutritionnelle, les campagnes d'information. Et puis les pays en dessous, c'est toutes les actions personnelles qui seraient finalement le dépistage des individus facteurs de risque, d'accord, et tout ce qui est l'accompagnement individuel de personnes dépistées parce qu'elles ont des facteurs de risque importants, des teneurs en cholestérol élevés, etc., enfin des choses comme ça. Et donc, c'est tout l'accompagnement à travers en soins, en prévention primaire ou secondaire d'événements de santé. Et donc, il y a des travaux qui ont été conduits par plusieurs publications, plusieurs équipes, pour essayer de calculer les coûts et l'efficacité et comparer ces différentes politiques de prévention. Ici, je vous donne juste le schéma qui est dans cette publication-là pour l'Europe. En abscisse, c'est le nombre d'années de vie sauvées. Donc, en fait, ce qu'on regarde, c'est qu'on relie la variation de consommation en sel à l'occurrence des pathologies qui en découlent. Et donc, le critère qui est calculé, c'est le nombre d'années de vie sauvées par la variation de consommation en sel associée à la politique. Et de l'autre côté, en ordonnée, on a les coûts de la politique. D'accord ? Et donc, vous avez clairement différentes catégories de politiques. Celles-ci, qui ont des effets, et d'ailleurs qui ont des effets modestes, comme je disais tout à l'heure, mais qui ne coûtent pas cher. D'accord ? Et donc, on est clairement dans une catégorie de politiques ici, qui ont à la fois des effets non nuls, modestes, mais significatifs, et qui ne coûtent pas cher. Et donc, on a des ratios coût-efficacité qui sont très favorables. Qui sont très favorables du point de vue des opérateurs publics, parce que c'est pas très, même une campagne d'information, c'est pas très coûteux par rapport à la mise en place de politiques de prévention qui consisterait à faire du suivi individuel de personnes dans le cadre d'une prévention primaire ou secondaire. Ici, vous avez les politiques qui sont les politiques personnelles, donc les politiques ciblées sur des individus d'accompagnement, où là, potentiellement, on va avoir des années de vie sauvées beaucoup plus élevées, mais avec des coûts qui vont être aussi beaucoup plus élevés. Donc on a des politiques des catégories politiques qui peuvent permettre de gagner des années de vie sauvées bien plus élevées, mais les coûts pour la société seront effectivement plus élevés. Et là, vous avez le mix des deux, c'est quand vous combinez politique personnelle et politique en population générale, et c'est là que vous avez, par la combinaison, les meilleurs rapports coût-efficacité. Et donc qu'on les joue seuls ou en combinaison, encore une fois, les actions en population générale présentent, et là il y a plein d'auteurs qui convergent vers cette idée-là, présentent plutôt des rapports coût-efficacité favorables, même si les effets sont modestes, même si les effets ne vont pas changer radicalement les consommations et les impacts de santé, ils permettent de gagner, ils permettent d'avoir des effets significatifs du point de vue des bénéfices de santé, pour des coûts qui en fait restent modestes ou modérés pour la société dans son ensemble. Là, j'ai un autre travail ici qui a été publié plus récemment. C'est toujours sur le sodium, en fait. La plupart des calculs sont faits sur le cas du sodium, où là, les auteurs comparent deux stratégies, collaboration avec l'industrie, donc c'est l'idée des engagements volontaires et de la reformulation, et puis une politique fiscale qui serait, par exemple, une taxe sur la teneur en sodium. Et là, pour le coup, on a des effets qui sont bien plus forts via la collaboration, on va dire, donc les engagements volontaires sur le sel, qui sont plus forts
en années de vie sauvées et qui vont générer une réduction des coûts de santé bien plus élevés que la taxe sodium. Donc quand on compare là maintenant ces deux types d'actions, on voit sur cet exemple-là que quand bien même les effets sont modestes, ils génèrent des bénéfices de santé et pour des coûts finalement qui sont relativement modérés, qui sont relativement significatifs. Je voudrais juste conclure par cette question-là maintenant, c'est peut-on aller plus loin, quoi, puisqu'au fond, ce qu'on vient de dire, ça bouge, parfois de manière significative, parfois moins, et au fond, où est-ce qu'on en est de tout ça, et est-ce qu'on peut gagner? Alors là, évidemment, je ne vais pas pouvoir, moi, répondre de manière définitive à cette question-là, puisque ça renvoie quand même beaucoup aux entreprises. Mais je voudrais juste mentionner quelques points qu'on peut illustrer, encore une fois, avec les travaux faits dans l'Ocali. Alors, j'ai juste rappelé là l'avis de l'ANSES de 2012 sur le sel, qui a fait aussi le point sur l'évolution des teneurs en sel des aliments sur la période, je ne sais plus sur 6, 7, 8 ans, je n'ai plus exactement les dates, arrivé à cette conclusion-là, qu'il y avait à la fois des effets positifs, il y avait une réduction moyenne des teneurs en sel qui, me semble-t-il, était de l'ordre de 4 à 10% selon les hypothèses, mais qui restait bien en deçà de l'objectif qui est affiché, que j'ai rappelé tout au début dans ma première diapo, de réduire de 20% les consommations de sel. Donc on est un peu au milieu du gué, peut-être un peu avant le milieu du gué d'ailleurs, sur cette question du sel. Et au fond, est-ce qu'on peut aller plus loin? De la même manière, ce que j'ai dit sur les chartes, ce qu'on dit via les travaux de l'Ocali, c'est qu'on voit bien qu'il y a à la fois les engagements importants qui sont pris quand les opérateurs signent, en même temps les impacts en consommation restent modestes du fait d'une extension insuffisante. Et au fond, le débat, c'est est-ce qu'on a atteint les limites? Est-ce qu'on a atteint les limites de la reformulation? Ou est-ce que des marges de manœuvre peuvent encore être exploitées? Et au fond, que ce soit via la reformulation ou l'innovation, qu'est-ce qu'on peut encore gagner? Et la démarche qu'on avait essayé de mettre en place dans l'Ocali, c'était de dire, essayer en tout cas de contribuer au débat à travers une démarche que je vais essayer de résumer en quelques mots. Au fond, dans ce débat-là, on a vu des articles dans la presse, par exemple, disant que les chartes n'avaient pas d'effet ou peu d'effet. Et puis d'autres vont dire, mais finalement, si, ça a des effets importants. Regardez les évolutions qui sont engagées. La question, on est toujours en difficulté pour trancher cette question-là parce qu'on n'a pas de repère. Au fond, ce qu'on observe, est-ce que c'est important ou est-ce que c'est pas important? Est-ce que c'est beaucoup par rapport à ce qu'on est capable de faire ou est-ce que c'est pas beaucoup? Et donc la démarche qu'on avait essayé d'illustrer ou de documenter à travers l'Ocali, c'était la suivante. Premièrement, ce qu'on constate de manière récurrente dans tous les secteurs alimentaires, c'est une grande variabilité des caractéristiques nutritionnelles au sein de chacune des familles de produits. Vous prenez quel que soit, en tout cas dans la très grande majorité des familles de produits, vous prenez les céréales de petit déjeuner chocolatées, vous prenez les biscuits fourrés, vous prenez les sauces, je sais pas quoi, à chaque fois, les travaux de l'Ocali montrent une forte variabilité des compositions nutritionnelles. Donc vous avez une grande dispersion des teneurs en sucre, des teneurs en sel, des teneurs en matières grasses, etc., dans la plupart des familles concernées. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit que, d'une certaine manière, il y a donc des positionnements différents des entreprises, et la réflexion qui s'était faite était de dire, partons de ça. Cette dispersion-là, qu'est-ce qu'elle révèle? Elle révèle finalement un espace de caractéristiques des produits existants, dont on peut supposer qu'il est acceptable pour les consommateurs, puisque c'est des produits qui sont sur le marché, qu'il est acceptable économiquement, c'est des produits qui sont achetés et qui sont vendus, et qui est faisable technologiquement. La preuve, ce sont des produits qui existent. Partons de cet espace de caractéristiques. Et essayons de voir sur cet espace de caractéristiques, qu'est-ce qu'on peut gagner à déplacer les produits, de manière théorique, voilà, à déplacer les produits dans cet espace-là, en faisant en sorte de rapprocher l'ensemble des produits des meilleurs de la famille. Exactement ce que fait la charte charcuterie. Essayons de rapprocher l'ensemble des produits des meilleurs de la catégorie. En faisant ça, on peut supposer qu'on a essayé d'exploiter l'espace des caractéristiques acceptables et faisables à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire plus, peut-être qu'on peut faire mieux. Mais si on peut faire mieux, ça va reposer sur l'innovation, ça va reposer sur des démarches d'entreprise qui sont peut-être plus coûteuses, qui peuvent avoir des effets pour les consommateurs, qui sont peut-être compliquées du point de vue technologique. Donc ça, nous, on ne sait pas dire. Mais en tout cas, si on exploite l'espace des caractéristiques existants, qu'est-ce qu'on peut gagner?
Je vais juste vous montrer un exemple de calcul qu'on a fait en repartant des céréales du petit déjeuner, qui est un secteur qu'on commence à bien connaître. Et où là, ce que je montre ici, c'est la dispersion des teneurs en sodium pour différentes familles au sein des céréales de petit déjeuner en 2011. Hein, donc vous voyez qu'on a, si je prends les céréales miel caramel, vous avez des variations qui vont de presque 0 à 1,2 de teneur en sodium, en grammes par 100 grammes. Et vous avez donc des variations significatives, importantes, au sein de chacune de ces familles de produits. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est si on déplace dans chacune de ces familles les références les moins bien placées, en cherchant à les aligner, soit sur le troisième quartile, donc on modifie les 25% les moins bien placés, soit sur la médiane, on modifie les 50% les moins bien placés, soit sur le premier quartile, on modifie 75%. Et donc là, on fait des évolutions massives de produits au sein de chaque famille, en essayant de rester dans l'espace des caractéristiques qui sont admissibles à un moment donné du marché. En faisant ça, qu'est-ce qu'on gagne? Et c'est ça qui va nous permettre de jauger les variations observées. Si on est très près de ça, ça veut dire qu'on ne peut plus rien gagner. Si par contre on en est très loin, ça veut dire qu'il y a peut-être des marges de manœuvre quand même qui existent et sur lesquelles on peut encore jouer via des évolutions qui restent à opérer. Ici, on a des simulations qui ont été faites pour les céréales de petit déjeuner, pour les biscuits et pour les produits de panification industrielle, pour différents nutriments, sucre, lipides, fibres et sodium. Et avec mes 3 scénarios, je m'ajuste sur le dernier quartile, je m'ajuste sur la médiane ou je m'ajuste sur le premier quartile. Et vous voyez que selon les cas, on peut avoir des variations dans les quantités de nutriments qui sont délivrés sur le marché par chaque secteur, qui vont être de l'ordre de 2 à 4% pour mon premier scénario, mais qui peuvent aller jusqu'à 15-20% sur le scénario final. Donc on a là, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut appliquer le troisième scénario, je dis simplement, ça nous permet de graduer une règle finalement, et permettre du coup de savoir où est-ce qu'on en est des évolutions, et puis c'est une manière de mettre en place les discussions avec les différentes parties prenantes. Si on regarde les impacts en consommation, associés aux consommations des secteurs en question, mon scénario 1 génère des variations de l'ordre de 0,5 à 1,5%, en consommation selon les nutriments et les familles de produits. Le scénario 3 amène des variations de l'ordre de 2 à 3% de réduction des consommations sur les différents nutriments. Et le scénario 3 arrive à des variations de l'ordre de 10%, on va dire. Ça veut dire quoi, ça? Si vous vous rappelez les chiffres que j'ai utilisés tout à l'heure, ça voudrait dire, en termes de comparaison par rapport à cette échelle de mesure, si vous voulez, c'est que les variations qu'on observe dans un certain nombre de secteurs, qu'on a observées au cours des dernières années, ne sont pas très loin de se situer sur mon premier scénario. Ne sont pas très loin d'avoir des effets équivalents, ou assez proches, d'un scénario qui serait équivalent à avoir déplacé un quart des références du marché. Et au fond, aller plus loin, ça veut dire mettre en place des démarches qui vont aller au-delà de ce niveau d'engagement et de ce niveau de modification pour aller vers bouger 50%, voire plus des références du marché. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que c'est opérationnel ou pas? Ça, c'est à la fois au pouvoir public et aux industriels de le dire. Mais en tout cas, les démarches mises en place par les différentes équipes là et dans l'Ocali permettent de graduer l'échelle de mesure. Et du coup, de savoir est-ce qu'on a déjà fait beaucoup ou est-ce qu'il reste beaucoup à faire? Est-ce que potentiellement on a beaucoup à faire encore par rapport aux changements envisagés? Et aussi de rester réaliste, je dirais, par rapport à ce qu'on peut viser en termes d'impact consommation. Il est assez peu probable que la reformulation des produits ne suffira pas à changer radicalement ni l'obésité, ni la fréquence des pathologies dans la population. Par contre, elle peut y contribuer. Et l'enjeu majeur ici, c'est de savoir finalement à quelle hauteur elle peut y contribuer, de manière réaliste, en tenant compte des différentes contraintes qui existent. Voilà, j'ai fini. Merci.